Je suis convaincue que le cinéma documentaire peut être un instrument de paix et une passerelle de communication entre les individus. En décembre 2014, j'ai découvert des images très étonnantes du président Porochenko qui déclamait devant la Rada que les Ukrainiens de l'Est resteraient dans des caves, que les enfants n'iraient plus à l'école et que les plus vieux ne toucheraient plus leur retraite et que c'est comme ça qu'ils gagneraient la guerre. J'ai été très étonnée de découvrir cette violence dans la bouche d'un président, surtout en tant que Française où on a l'habitude de clamer et de défendre les droits de l'homme. Ces images m'ont donné l'envie d'en savoir plus sur ce qui se passait dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. J'avais très peu d'informations en France concernant les événements sur place. Et au fur et à mesure de mes enquêtes et de mes recherches en France, j'ai découvert le massacre d'Odessa, où des civils pro-russes ont été brûlés vifs dans une maison des syndicats. J'ai découvert des exactions contre des pro-russes. J'ai découvert des bataillons extrêmement radicaux, tels qu'Azov ou autres, et ils sont nombreux. Et j'ai été étonnée que très peu de médias filment cette partie de l'Ukraine de l'Est qui, à mes yeux, était victime d'une grande violence, une violence démesurée. Et quand on fait des films documentaires, on a toujours le secret espoir que ça peut être un instrument de paix, une passerelle de communication entre les hommes. En tout cas, un témoignage fort. Et donc, je me suis rendue dans le Donbass. Ça a été difficile et le film est le témoignage d'une partie de la population qui a été oubliée, dont aucun média occidentaux n'a recueilli la parole, et c'est le récit de civils, de grands-mères, d'hommes, de personnes âgées qui ont été victimes des bombardements de leur propre gouvernement. Ils ont vécu dans des caves pendant de longs mois. Ils ont été bombardés par l'aviation civile. Ils n'ont plus touché leur retraite. Il n'y avait plus d'hôpitaux. Les hôpitaux étaient bombardés. Les infrastructures, les ponts étaient bombardés. Et donc je suis arrivée dans un no man's land où les personnes qui restaient survivaient comme elles le pouvaient, dans des températures extrêmement froides, ce qui était très difficile parce qu'il n'y avait plus d'électricité pour la plupart d'entre eux et plus de médicaments, très peu de nourriture, et ces mois-là ont été très difficiles pour la population. Et c'est pendant cette période que j'ai été à plusieurs reprises dans le Donbass. Je suis partie seule avec ma caméra, une équipe que j'ai rencontrée en France, une personne m'a accompagnée, un Ukrainien de l'Ouest, de Tcherkassy précisément, et nous avons sillonné le Donbass et Lugansk, ces deux régions, pendant plusieurs semaines lors de 3 voyages. On a donné la parole à tous ceux qui étaient présents et pouvaient parler, et chacun était en grande souffrance, ne comprenait pas pourquoi l'Ukraine les bombardait. Moi, j'ai considéré qu'il s'agit d'une guerre civile. Ce que j'ai vu, c'est un peuple qui a été touché par des Ukrainiens, et finalement, ce que beaucoup d'Ukrainiens m'ont dit, on ne comprend pas pourquoi nos propres frères se font la guerre. Et c'est un sentiment qui était très difficile à vivre pour les gens que j'ai pu croiser. Cette révolution de Maïdan, elle a été également assez mal médiatisée. Beaucoup de ces aspects n'ont pas été clairement définis. J'ai longuement parlé à ce sujet de part et d'autre, mais il faut savoir que la population russophone et russophile d'Ukraine
s'est senti très en danger en Ukraine, avant même les événements dans le Donbass, notamment à travers l'incendie et le massacre de 48 personnes dans la maison des syndicats à Odessa, par l'interdiction de la langue russe, qui a rapidement été revu et remis à l'ordre du jour, mais au départ, il ne faut pas oublier que les russophones se sont sentis totalement en danger, avec une présence de mouvements radicaux qui ne seraient aucunement acceptables en France. C'est des gens, ces bataillons-là, comme Azov, etc., qu'on ne pourrait même pas imaginer en France. Enfin, si vous voulez, c'est de l'ordre de l'inacceptable. Avec des défilés, beaucoup d'images ont circulé, ces images sont vraies, avec des défilés qui rappellent le nazisme. Alors, ils ne sont peut-être pas très nombreux, c'est ce qu'on nous répète, mais ils sont présents et ils sont violents et ils sont meurtriers. Donc moi je suis d'accord pour reconnaître que ce n'est pas la majorité ukrainienne. En revanche, ils existent et les exactions qu'ils ont commises existent également et elles n'ont pas été jugées. Et je pense notamment à Odessa, et ça c'est inacceptable pour la France, qu'un tel massacre n'ait pas été médiatisé et encore moins qu'on n'ait pas inculpé qui que ce soit. C'est en termes de la défense des droits de l'homme complètement ahurissant. Donc c'est très simple d'accuser la Russie d'être responsable des événements du Donbass, mais si on ne comprend pas ce qui s'est passé pendant la révolution de Maïdan, si on ne prend pas connaissance des financements que les États-Unis ont injectés en Ukraine, la présence de la CIA qui ne s'est jamais cachée, tout ce que je dis là et que j'ai dit à plusieurs reprises est vérifiable sur des sources ouvertes sur Internet, extrêmement fiables. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans le Donbass. L'Ukraine a été largement soutenue par des intérêts extérieurs, par des influences extérieures, notamment Soros, mais pas que. La classe politique a été déstabilisée et soutenue, je ne citerai pas de nom, mais c'est le cas, par des influences extérieures. Donc c'est un mouvement qui a mis très mal à l'aise les russophones et les russophiles, et encore plus la population de l'Est qui est frontalière avec la Russie, qui est en grande partie née sous l'URSS et qui se sent russe, qui parle russe. Et quand vous avez dans un même pays une telle violence anti-russe, parce qu'elle a existé, moi je n'ai pas pu le mettre ça dans le film, mais j'ai récupéré des images d'émissions télévisées diffusées en prime time en Ukraine sur des chaînes nationales très regardées, où on appelait à tuer la population de l'Est, en expliquant aussi radicalement que ce que je vais le faire, que cette population ne sert à rien à l'Ukraine et que ce sont des chiens et qu'il faut les exterminer. Moi je l'ai vu, alors je ne l'ai pas mis dans le film parce qu'on m'aurait... parce que c'est tellement incroyable que peut-être que voilà, j'ai déjà eu des difficultés à montrer ce film. Donc si j'avais rajouté ces images, je pense que j'aurais eu encore plus de difficultés à faire vivre et à montrer ce film. Et c'est le cas, tout ça existe et tout ça n'a pas été suffisamment raconté ni dénoncé. Il y a eu une propagande anti-russe qui s'est matérialisée concrètement sur des actes d'une violence inouïe, avec des appels au meurtre, avec des exactions, avec une haine anti-russe claire, hein, assumée et télévisée. Voilà, donc en France, on a eu du mal à parler de ça. Je pense que ça commence à revenir tout doucement
au goût du jour. Je pense qu'on est en train de se rendre compte que la situation était complexe, qu'il s'agit d'une guerre civile, que Maïdan c'était pas aussi clair que ce qu'on a voulu le dire et que ce n'était pas une révolution aussi démocratique que ce qui a été exprimé à son sujet. Enfin, il suffit simplement de regarder les financements qui sont derrière et les différents groupes qui ont constitué à côté, parce qu'évidemment il y avait des gens de bonne foi dans les révolutions, il y a toujours des gens de bonne foi dans les révolutions, mais il y a aussi l'envers du décor, les coulisses. Il y avait à côté des gens habités d'une violence inouïe, qui ont tiré sur leur propre population. Là je fais référence à Odessa. Il faut avoir le courage de regarder les images d'Odessa, c'est insoutenable. Les images sont sur internet, moi j'invite tout le monde à regarder ces images. Quand vous voyez des gens se jeter de la fenêtre d'un bâtiment en feu et d'autres personnes les abattre avec un pistolet, là on comprend la haine qu'il peut y avoir au sein d'un même peuple, et le sentiment anti-russe n'a pas été surévalué. Quand vous voyez Odessa, vous comprenez que non, les Russes n'ont pas été paranoïaques, il n'y a pas eu d'exagération. Cette population de l'Est a été l'objet d'une volonté d'éradication. Si on reste à la surface, on a une lecture biaisée, on a le camp du bien, le camp du mal, et la réalité ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez comprendre un événement, si vous voulez avoir une information de qualité, déjà ne prenez pas tout au pied de la lettre, et regardez un maximum de points de vue. Regardez, alors ça c'est le boulot de journaliste, mais il y a très peu de journalistes qui font leur boulot. Regardez le point de vue de chacun des participants de ces révolutions ou de ces combats. Prenez de la distance. Et là vous verrez que on a assisté, et on assiste peut-être encore toujours, à une russophobie barbare. Je suis très attristée qu'on n'ait pas réussi à prendre de la distance avec ce conflit, cette guerre civile dans le Donbass, que les Européens n'aient pas regardé avec plus de sérieux les enjeux qui se sont joués à Maïdan, parce qu'aujourd'hui c'est la population civile qui en a fait durement les frais. Le film l'illustre, on est dans un no man's land et beaucoup de gens ont souffert, beaucoup de gens ont tout perdu, et il aurait été sérieux avant d'accuser unilatéralement la Russie d'avoir un raisonnement complexe et non biaisé des aspects des événements liés à Maïdan et qui ont suivi Maïdan. Là je parle en tant que journaliste, c'est notre déontologie de journaliste. Finalement faire un film c'est raconter, c'est avoir le courage de raconter les faits comme ils se sont produits. Personne n'est noir, personne n'est blanc, évidemment chacun a fait des erreurs, mais en tout cas la position américaine et la position de l'OTAN ont été extrêmement agressives et ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans le Donbass. Alors j'espère, je ne me fais pas d'illusions, mais si ce film pouvait déjà permettre une autre lecture et au moins qu'on parle non pas de guerre dans le Donbass mais d'une guerre civile, parce que c'est ce dont il s'agit, même si ça dérange, il n'en reste pas moins que c'est le gouvernement ukrainien qui a bombardé sa propre population, une population qui s'est sentie largement agressée. Encore une fois, j'invite chacun à retrouver ces émissions ukrainiennes de télé, prime time, c'est-à-dire de 18h à 22h,
c'est là où il y a le maximum d'audimat, et où on appelle à éradiquer plus d'1 million d'Ukrainiens. Ça, voilà, vous pouvez fact-checker, vous pouvez regarder dans tous les sens, c'est un fait, ça a été dit, je l'ai enregistré. C'est dans mon ordinateur, regardez Odessa, tout ça est visible. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a un tel silence et un manque de recul sur la responsabilité des uns et des autres dans ces événements. J'espère également que le film suffira, par ces témoignages, à montrer que on a une population qui n'a pas compris ce qui lui était arrivé. C'est comme si demain la France bombardait nos Bretons. Je pense que les Bretons seraient très surpris. C'est cette surprise-là que j'ai croisée dans le regard des habitants de Donetsk et Lugansk, ce qui est encore plus sidérant finalement. Autant pendant une guerre, vous êtes la cible de l'ennemi, mais quand l'ennemi est sur votre propre sol et que l'ennemi est votre frère ou votre voisin à quelques kilomètres, c'est difficilement concevable pour un civil. Le film est très difficile, le film est très violent. Il donne la parole à des individus qui n'ont pas compris pourquoi le monde entier n'avait pas posé de caméra sur eux. À cette époque-là, lors de mon premier voyage, il y avait les attentats de Charlie Hebdo et je me souviens qu'une vieille dame dans une cave me demandait pourquoi, alors que 14 personnes étaient décédées en France, toutes les caméras du monde étaient posées chez nous, et pourquoi eux qui étaient bombardés et affamés, sans retraite, etc., quotidiennement, personne ne s'intéressait à eux. C'était très touchant. Et finalement, elle a raison, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance ni dans l'horreur, mais le Donbass a été oublié des caméras occidentales. Voilà mes motivations pour raconter ce film, pour montrer et donner la parole à cette population qui a été oubliée. Et j'ai donc le sentiment d'avoir été témoin d'une guerre civile qui n'a pas dit son nom. Voilà, les Ukrainiens ont été bombardés par leur propre gouvernement. Ça reste encore difficilement acceptable pour beaucoup de monde, mais c'est ce qui s'est passé. Je rajouterai aussi que pour ceux qui ne le savent pas, moi en France j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire comprendre, mais il faut imaginer que quand vous arrivez dans le Donbass, les banques sont fermées, il n'y a plus de magasins, les hôpitaux sont bombardés. J'ai visité, ça je ne l'ai pas mis dans le film, des hôpitaux de jeunes enfants handicapés qui ne recevaient plus leurs médicaments et qui étaient en train de mourir, qui n'avaient plus de couches. Il y avait une odeur insoutenable, les enfants étaient dans des chambres où on ne pouvait plus laver le linge pour cause de difficultés de déplacement. En zone de guerre, on ne peut pas bouger. Et ces enfants sont certainement morts, enfin, voilà, à petit feu. Donc il faut bien comprendre ce qui s'est passé dans le Donbass. C'est un petit territoire qui s'est trouvé sous les feux, qui a été totalement isolé. Des champs entiers ont été minés. La population devait se réfugier dans des caves, sans eau, sans électricité. Les opérateurs téléphoniques ont été coupés un à un. Et il fallait survivre là-dedans. Donc voilà ce que raconte le film. C'est la guerre du Donbass et c'est en même temps une forme de film universel de tout ce que les populations civiles peuvent vivre sous les bombes. Quand elles sont loin des caméras, voilà ce qui se passe en fait, voilà ce que c'est de vivre en zone de guerre. Vous allez découvrir beaucoup de ruines, beaucoup de blessés, des témoignages qui sont très très durs à entendre, qui moi m'ont bouleversée, et j'aurais aimé que le film ait plus de résonance. Pour finir, je rendrai hommage à la personne qui est décédée en m'accompagnant lors de ce tournage. Je ne citerai pas son nom, mais je le remercie lui et sa famille de m'avoir aidé. Je me souviens que ce jour-là, j'avais beaucoup insisté pour aller dans la zone où il est décédé.
J'ai longtemps eu un sentiment de culpabilité parce que je voulais absolument filmer Pervomaisk, parce que c'est une ville qui a beaucoup souffert. Elle était à quelques mètres de la ligne de front, à 400 mètres. Et si je n'avais peut-être pas insisté, on n'y aurait pas été ce jour-là. Donc le film est aussi un hommage à pour son courage. Sans sa présence et sans la présence de volontaires et de gens qui m'ont accueilli et qui m'ont fait confiance, ce film et ce témoignage n'auraient pas pu voir le jour. Je sais que A des enfants, je sais que son épouse est toujours en vie. Je ne sais pas si vous verrez le film, mais sachez qu'il a été admirable. Et finalement, je lui dédie ce film à lui et à toute la population du Donbass. Voilà. Merci.